Merci de nous retrouver encore pour un autre numéro de Parcours féminin. Parcours féminin qui est donc une émission d'Electron Télévision qui nous permet d'aller à la rencontre de la femme tchadienne dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous sommes intéressés donc dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine judiciaire. Nous sommes venus de rencontrer une dame résiliente, une dame battante qui n'est plus à présenter, qui a représenté le Tchad à des colloques, que ce soit national ou international, mais qui a aussi remporté des prix sur le plan international. Une femme qui se bat au quotidien, qui peut défendre même la femme, que ça soit dans le fond fouet du Tchad, que ça soit dans la ville de N'Djamena. Elle a fait ses preuves. Nous sommes très contents d'aller à sa rencontre. Alors, allons à la rencontre de Maître Delphine Diraïbi. On dit aussi souvent que la justice élève une nation, une femme qui a décidé donc de faire des droits de l'homme son bataillon, une dame qui a décidé donc de pouvoir défendre la cause du pauvre, de défendre la cause de l'indigent. Elle a fait beaucoup de choses et nous sommes venus aujourd'hui la rencontrer pour voir son parcours, qui est donc Maître Delphine Diraïbi. Maître, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Comme nous avons annoncé, nous sommes venus faire un peu votre parcours. Qui est Maître Delphine Diraïbi? C'est souvent pas facile de parler de soi-même, mais que dire, je suis une fille issue d'une famille de 12 enfants, dont 4 sont décédés. Donc, nous restons 8 en filles, 6 filles et 2 garçons. Mon père est malheureusement décédé il y a 10 ans. Ma mère vit avec moi ici. Je suis femme chef de ménage. Vous voyez qu'il y a un petit monde qui grouille ici. Donc voilà, ça c'est ma vie familiale. Je suis née le 1er décembre 1960, donc Dieu m'a fait grâce d'être encore là et de pouvoir mener tranquille une vie de famille, mais aussi une vie professionnelle je sais pas, que je continue de mener une vie professionnelle, une vie associative. Je continue de mener le combat pour le respect des droits de l'homme d'une manière générale, mais plus porté sur les femmes, sur les enfants, bref, sur la justice sociale. Où est-ce que vous avez commencé vos études primaires et secondaires? J'ai commencé mes études primaires à Moundou, à l'école privée des Sœurs. Ensuite, j'ai été au collège Notre-Dame à Moundou toujours. Et du collège, je suis allée au lycée à Doumbala. On a longtemps vécu à Moundou parce que mes parents étaient en poste là-bas. Mon père agent acheteur à la Coton-Tchad et ma mère assistante sociale à la Coton-Tchad aussi. Donc, j'ai pratiquement grandi là-bas. C'est après mon bac en 1983 que j'ai eu l'opportunité d'aller à Brazzaville pour m'inscrire à l'université. Cette opportunité, je l'ai eue parce que ma sœur et son mari étaient en poste là-bas. Donc, je les ai suivis et je me suis inscrite donc à l'université Mariam Rouabi, à la faculté de droit, en soulignant que mon vœu premier, c'était pas de faire du droit, mais de l'interprétariat, parce que j'étais plus portée sur les langues quand j'étais au lycée à Moundou, avec les corps de la paix qui venaient pratiquer là-bas. J'ai très bien commencé à pratiquer l'anglais, donc mon vœu était de faire l'interprétariat. Malheureusement, quand je suis arrivée à Brazza, un peu en retard par rapport aux inscriptions, ce n'est que l'inscription en droit qui était disponible. Et donc, j'ai pris ce que j'avais devant moi. Et maintenant, je comprends que c'était pas un hasard du tout. À la suite, est-ce que vous êtes retrouvé dans ça? Oui, à la suite de mon parcours, je me suis dit que bon, Dieu faisant bien les choses, j'ai étudié le droit, je suis rentrée. Et la première chose qui m'était venue à l'esprit, c'était de fonder avec des amis une association pour la défense des droits de l'homme.
Et voilà, c'est ainsi que l'Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme a été instituée et j'ai présidé cela une bonne dizaine d'années avant de passer la main à des consoeurs. Maître Moudena Jacqueline et puis ensuite Madame Eljima Loukiam qui est l'actuelle présidente de l'ATPDH. Donc voilà un peu quand je suis revenue, j'ai eu mon intégration à la fonction publique. J'étais donc à la direction du contrôle d'État, ensuite à la fonction publique, à la direction des normes internationales du travail. Et j'ai décidé dans les années 2000 de m'inscrire au barreau. Et donc, feu maître Nadinga Thérèse a eu l'amabilité de m'accepter dans son cabinet. C'est à ses pieds que j'ai appris le métier d'avocat. Et donc, voilà, depuis 2006, je me suis installée à mon propre compte et j'ai fondé donc le Public Interest Law Center, qui est un centre juridique qui donne accès aux plus démunis à la justice. Donc nous faisons de l'aide juridique à travers les parajuristes que nous avons formés et qui vivent dans leur communauté dans 14 préfectures au Tchad et qui sont des agents sensibilisateurs. Vous avez fait votre stage chez Feu Maître Thérèse Nadinga. Qu'est-ce que vous retenez de votre passage pendant que vous étiez encore en stage chez elle? Ce que je retiens la première fois, c'est l'engagement pour la justice. Une femme qui est très engagée, qui ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit de la justice, quand il s'agit de l'intégrité, quand il s'agit vraiment des droits de la femme. Parce que cette dame a été à l'avant-garde d'une manière peut-être en arrière-plan, mais de la lutte pour les droits de la femme en milieu judiciaire. Elle se disait souvent, si moi qui suis devant, elle est notre doyenne, elle était notre doyenne, si je me laisse marcher dessus, c'est que je ferme la porte aux autres femmes qui vont venir. Et elle s'est battue pour cela. Elle a frayé le chemin, elle a montré la voie. Et aujourd'hui, moi, je lui suis particulièrement reconnaissante et je crois que toutes les femmes engagées au barreau ici au Tchad doivent lui être reconnaissantes. Vous avez fait un master international en droit humain. Alors, qu'est-ce qui vous a amené vers l'art? Parce que toute votre vie, hein, vous êtes en train de militer pour les droits de l'homme, pour les droits de la femme. Et j'ai vu encore que vous avez fait un master dans ce domaine. J'avais commencé le militantisme des droits de l'homme en amatrice je dirais. On s'est jeté à l'eau, on était vraiment les pionniers de la chose. Et à un moment donné, il a fallu que je renforce mes capacités pour pouvoir être pertinent tout simplement dans ce que je fais. Et j'ai eu cette opportunité-là d'aller donc aux États-Unis, à Washington, où je m'étais inscrite parallèlement à un fellowship que je faisais au Centre international des droits de l'environnement pour faire un master en droit international des droits humains et de l'environnement. Wow. Et ça a été vraiment une bouffée d'oxygène parce que c'est ce capital de connaissances acquises là-bas qui a permis qu'en 2002, je m'étais vraiment engagée et battue à côté des autres défenseurs des droits de l'homme pour que le projet Pétrole soit ce qu'il est aujourd'hui, malgré le fait que, et ça je le dis vraiment avec un pincement au cœur, malgré le fait qu'on n'ait pas été entendu et qu'aujourd'hui la population dans sa grande majorité
ne profitent pas de la Vous n'avez pas été entendu dans quel domaine? Nous n'avons pas été entendus parce que à l'époque, on savait que si ce projet-là était exploité dans des conditions de malgouvernance, dans des conditions de conflit auxquels le Tchad faisait face, que l'argent allait tout simplement profiter à un groupuscule, notamment le groupuscule au pouvoir, et allait servir à faire la guerre. C'est exactement ce qui s'est passé. On avait demandé un moratoire pour permettre à ce que les conditions soient réunies, ne serait-ce qu'un minimum de conditions, la capacité même de gestion, même si on peut se dire qu'on peut exploiter le pétrole et qu'on allait gérer, la capacité de notre gouvernement n'était pas à un niveau qui lui permettait de gérer d'une manière acceptable ce genre de projet et permettre que les bénéfices puissent venir aux populations. Aujourd'hui, tout le monde nous donne raison, mais c'est après coup. Le mal est fait. Le mal est fait. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est devenu le collège de contrôle des revenus du pétrole, une institution obtenue de haute lutte qui a fait ses preuves un peu dès le début, mais après qui est complètement devenue désuète. Nous nous enlisons dans une situation. Parfois, je me dis les défenseurs des droits de l'homme ne sont pas prophètes, mais tout ce qui se dit, tout ce qu'on dénonce, toutes les propositions qu'on fait et qui ne sont pas appliquées nous amènent exactement au résultat dommageable qu'on connaît. Mais on persiste et on continue et vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Si vous permettez vraiment une analyse de la situation actuelle, cela nous conforte dans ce que nous disons. Parce que depuis 2021, avril 2021, on est en train de connaître des soubresauts dans cette nation. Et aujourd'hui, on déplore beaucoup de choses. Les conflits éleveurs-agriculteurs, ce n'est pas le dernier cas qui doit faire couler beaucoup d'encre. Ça a existé. Les défenseurs des droits de l'homme ont le mérite de dire et d'attirer la sonnette d'alarme pour dire que ce conflit-là n'est pas un simple conflit éleveur-agriculteur, mais que c'est un terrorisme d'État. Et pourquoi nous l'avons dit? Le terrorisme d'État voudrait dire que c'est l'État qui donne les armes, les armes de guerre qui sont entre les mains d'une catégorie de personnes qui soumet une autre catégorie, tout simplement. Vous êtes défenseur de droits de l'homme, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ne serait-ce que trouver une solution pour résolver un peu ce problème-là. Les solutions ont été proposées. Il faut que l'État contrôle la circulation des armes, parce qu'une arme de guerre qui est enregistrée ne peut pas se retrouver entre les mains des individus. Il suffit d'un peu de volonté politique pour que le pouvoir se ressaisisse et dise nous rappelons les armes et nous ne nous mêlons pas de ces conflits. Les conflits traditionnels éleveurs-agriculteurs se résolvent de la manière la plus normale possible. On a tous été témoins, et moi je suis témoin d'une collaboration excellente entre, c'est au niveau familial vous me direz, mais entre les peuls, les vendeurs de bétail et de lait, où on s'entendait à tel point où on échangeait chaque matin. Papa nous faisait venir 2 litres de lait frais et nous, en contrepartie, on donnait soit du riz, soit du mil dans un coron qui était destiné à ça, et ça se faisait le plus naturellement possible. La cohabitation était normale, même dans les villages. Mais ça a commencé dans les années 2000, où moi j'ai eu l'opportunité de faire une mission commanditée par l'UNICEF, parlant des enfants bouviers, parce qu'on avait dénoncé le fait que des enfants mineurs, imaginez-vous de 6 à 7 ans,
étaient utilisés comme bouvier, mouraient en brousse et tout. On est allé pour mener cette étude-là et on a constaté que dans certaines localités, justement, quand il y a eu conflit entre éleveurs et agriculteurs, les gens s'asseyaient et réglaient quand il n'y a pas d'implication d'autorité ou quand il n'y a pas d'implication des généraux qui s'asseyent à Djamena et qui tirent les ficelles. Mais depuis lors, ça a changé parce que les bouviers sont des militaires armés qui obéissent à leur chef. Et vous êtes en train de faire un truc social. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez dire que ça paye? Est-ce que ça vous permet de prendre en charge? C'est pas un gain financier qu'on recherche quand on s'engage dans la défense des droits de l'homme. C'est malheureusement ce qui fait que la lutte pour le respect des droits de l'homme tangue un peu parce que il y en a qui pensent que c'est un tremplin, qu'on va là-bas pour gagner de l'argent. Non, pas du tout. L'argent, on le gagne ailleurs, on ne le gagne pas dans les droits de l'homme. Ce que nous le faisons bénévolement. Aujourd'hui, moi, je suis avocate. C'est peut-être ma profession qui est mon gagne-pain. Mais la défense des droits de l'homme, je l'ai pratiquée depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Et je peux vous assurer que c'est pas à cause de l'argent. Vous avez remporté plusieurs prix à l'international. La première fois vous avez eu ces prix, quel sentiment cela vous a fait et à qui avez-vous donc dédié ces différents prix que vous avez eu à l'international? Pour la première fois pour moi, c'était un total effet de surprise. J'étais dans le bureau d'une amie, une américaine d'origine portugaise, Corina Horta. On travaillait sur le projet pétrole justement, et donc j'allais là-bas pour les assemblées générales de la Banque mondiale pour faire un plaidoyer pour justement le moratoire que nous avions demandé. Et donc on était dans son bureau et le téléphone a sonné et elle-même a commencé à crier en m'appelant. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit prends le téléphone. Je prends le téléphone. C'était Madame Kennedy au bout du fil. Elle dit bonjour Delphine, je suis Madame Kennedy. J'ai dit Madame Kennedy m'appelle moi. C'était vraiment la surprise. Et elle dit vous êtes lauréat du prix pour les droits de l'homme 2004 à l'époque. J'ai dit waouh, qu'est-ce que cela veut dire? Elle m'a dit je vais t'expliquer. Et donc c'était totale surprise et c'était vraiment la première reconnaissance. J'ai dédié ce prix-là en premier lieu à Maître Joseph Peïdi et puis ensuite à tous les défenseurs des droits de l'homme au Tchad. Et voilà, la fête était très belle. Il y a les défenseurs comme Dobia Asingar, Jacqueline Benin étaient là à la fête, en plus des membres de la famille. Donc c'était beau et je me suis dit bon, ça paye d'une façon ou d'une autre. C'est une reconnaissance au niveau international, c'est un prix très prestigieux et je rends grâce à Dieu pour cela. Ensuite sont venus les autres prix. Il y avait une institution en Allemagne qui nous a donné un prix. Il y avait le prix franco-allemand pour les droits de l'homme. Et dernièrement le prix Martin Enals pour les droits de l'homme. Pour moi, le prix Martin Enals, c'est un couronnement parce que ça arrive jusqu'à la fin. Beaucoup de gens pensent que c'est qu'on postule pour avoir un prix. Non. Un prix de ce genre-là, on ne postule jamais pour l'avoir. Les gens vous identifient aujourd'hui avec voilà, et consulte les gens ici au Tchad autour de vous. C'est après que telle personne a dit mais on m'a appelé, c'est moi qui ai dit ça, on m'a appelé, c'est moi qui ai proposé ton nom, ainsi de suite. Donc c'est des choses qui réjouissent le cœur et qui me disent ah bon, donc au Tchad là, et moi j'ai des compatriotes, des gens qui peuvent dire donnez-lui un prix. Ça c'est quand même très très rassurant, que tout le monde n'est pas contre vous, mais qu'il y a des gens qui voilà, et qui peuvent dire en dehors de vous
voilà, elle fait ça, c'est vrai, elle peut être proposée pour ce prix-là. La deuxième partie de cette émission nous permet d'écouter des témoignages des personnes qui vous connaissent. On va ensemble suivre le témoignage et on revient. Maître Delphine Kem Nelim, à nos débuts, on s'est connus à Brazzaville. Moi, j'étais à l'époque en terminale, je préparais le bac. Et elle entrait à l'université Mariam Ngouabi pour ses études en droit. C'est là où on s'est connus et on est restés ensemble depuis tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, dans les années 85-6 par là. C'est une femme très battante, une femme qui est déterminée dans tout ce qu'elle fait, très dynamique. Et quand elle a quelque chose comme idée, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Elle ne demeure pas, même s'il y a des difficultés en chemin, elle tient bon. Elle tient bon. C'est ce dynamisme, cette détermination-là que vraiment j'apprécie en elle. Maître Delphine, pour moi, c'est une personne très spéciale qui n'est plus à présenter, qui a fait ses preuves dans le domaine de la défense des droits humains. Et aujourd'hui, dans notre société, elle fait partie des femmes modèles dans la société tchadienne en ce qui concerne donc la défense des valeurs sociétales. C'est une femme qui a beaucoup de valeurs, une femme qui a un cœur d'ange. Elle est intègre, loyale et fidèle. C'est une personne digne de confiance. Elle est courageuse et téméraire. Franchement, s'il y a quelque chose qui serait une perte, si ce n'est pas transmis aux générations à venir, c'est le courage qu'elle a en tant que femme dans une société comme la nôtre, de pouvoir rester ferme à ses valeurs, rester ferme à ses objectifs, rester ferme à la vision, rester ferme à ce qu'elle poursuit. Parce que au regard des pressions extérieures, la plupart du temps, nous fléchissons genoux, la plupart du temps, nous tombons dans la compromission, mais elle est le genre de femme que nous pouvons faire confiance. Elle reste focus sur ce qu'elle a à faire et elle sait faire très bien son travail et de manière excellente. Voilà, maintenant, nous venons de suivre ensemble avec vous les témoignages de deux personnes qui vous connaissent. Qu'est-ce que cela vous donne? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces quelques mots qui ont été adressés à votre endroit? Carole, c'est une sœur à moi, comme elle l'a dit. On s'est connus depuis des dizaines d'années, depuis les années 83, quand j'étais à Brazzaville. Elle y était avant moi. Et donc, aujourd'hui, on est déjà famille. Au niveau social, c'est deux familles qui se connaissent. La famille Kodkao, la famille Diraïvé. Je crois que les grandes sœurs à Carole sont des amies à ma grande sœur. Moi, j'ai été à l'école avec plutôt la grande sœur de Carole, Merci Kodkao. Mais quand j'étais arrivée à Brazza, c'était plus avec Carole qu'on a cheminé, et aujourd'hui, on est plus que des sœurs, on est dans la même relation d'alliance. Elle est le genre, quand elle voit quelque chose qui est bien, la première personne à qui elle pense, c'est moi. Et de mon côté, c'est pareil, on partage beaucoup de choses et voilà, ce qu'elle dit est vrai. Elle trouve que je suis dynamique. Moi, je trouve qu'elle aussi est très dynamique, qui se ressemble, ça semble comme on dit, et c'est une bonne chose. Ces relations sont renforcées par le fait qu'on est dans une relation d'alliance au pied des mêmes pères. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi par rapport au témoignage donné par votre père? C'est mon père spirituel, c'est le serviteur de Dieu au pied de qui je suis, où je découvre ce que c'est que le disciple-là.
Et cela a changé ma vie. Je suis tellement fière de lui. Et voilà, je suis encore plus fière qu'un père apprécie ainsi sa fille. Ça me donne le courage de continuer, et surtout de continuer dans l'œuvre de Dieu. Oui, puis le travail que vous faites, vous avez aussi une vie familiale. Comment vous arrivez à concilier les deux? C'est pas facile, mais c'est une question d'organisation, tout simplement. Si vous voyez que je suis complètement épuisée, c'est que c'est tout ça qui me fatigue. Il va falloir être au contrôle de la famille, de la maison, et en plus de ça, assurer au niveau professionnel, et parfois ce n'est pas facile. Avec tout ce qu'il y a dans la société tchadienne aujourd'hui que vous connaissez, où on est partagé entre des deuils, entre des activités sociales, surtout les deuils. On meurt tellement. Chaque matin, vous vous réveillez, vous avez quelqu'un que vous connaissez à qui vous devez rendre hommage, et ça ne vous laisse pas de temps. Et ajouter à tout ça les conditions difficiles de vie. On n'a pas d'électricité, pas d'eau, et donc on vit au jour le jour, incapacité de faire des prévisions, des stocks. Tout cela rajoute à la difficulté de la vie de tous les jours. Mais Dieu fait grâce. Je vis avec des nièces, avec des cousins, des cousines. J'essaie de mettre tout le monde à contribution pour la gestion de la maison. Quelle est la plus belle expérience que vous avez connue, et puis la plus mauvaise que vous avez eue aussi depuis que vous exercez dans votre domaine? La plus belle expérience, vous savez, pour un avocat, c'est quand on va et on gagne un dossier. Mais c'est pas des grandes affaires. La plus belle expérience, je dirais, c'est quand pour la première fois, une bénéficiaire d'un village a voyagé pour venir et nous dire: j'ai jamais rêvé avoir un avocat à mes côtés. J'ai jamais rêvé que ma cause serait entendue à la justice. Je vous dis merci parce que j'ai eu cela. Et même si ce monsieur-là ne me donne pas ce que la justice lui a dit de me donner, je suis satisfait. Ça fait un boum au cœur, parce que c'est vrai qu'une femme perdue dans un village dans le Logone oriental là-bas, qui réclamait une pension alimentaire, qui ne savait pas où aller, et quand une parajuriste l'a écoutée et l'a amenée et on l'a défendue, et elle a eu cette satisfaction-là, ça nous a tous mis le baume au cœur, et c'est un cafard qu'on affiche toujours au niveau du bureau. Vraiment, il y a plusieurs cas qui nous ont fait pleurer, mais je dirais tout simplement un exemple où cette femme qu'on défendait, on était sûr que tous les arguments juridiques étaient en sa faveur, mais qui malheureusement a succombé à la suite de ses blessures. C'est une femme qui a subi des violences conjugales. Donc ça, c'est resté comme quelque chose à travers notre gorge, mais c'est des choses qui arrivent malheureusement. Et comme je le disais au départ, je ne regrette pas d'être défenseur des droits de l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prête à encourager une femme à s'engager, ou bien vos nièces que vous êtes en train d'élever, quelqu'un à embrasser ou pas? Bien sûr, c'est ma lutte quotidienne, hein, mais c'est beaucoup de résistance. Les personnes ne veulent pas, surtout les jeunes que j'essaie d'amener dans le siège de la lutte, abandonnent parce que se disent qu'il faut vivre. Ce que j'entends souvent, du moment où on doit vivre, on doit gagner l'argent, on doit construire, on doit se là. Voilà. Est-ce qu'il y a l'argent? Quand tu nous dis de venir, qu'est-ce qu'on gagne? Donc ça, c'est assez difficile. Il y en a quand même qui se disent: oui, on va, ma prière est que ça tienne,
Mais arrivé à un bout, quand il y a plus alléchant, on lâche, malheureusement. Donc, mon message fort aux femmes, c'est de leur dire, on a l'habitude de dire qu'on est comme des lionnes. Donc, vraiment, j'ai entendu plusieurs fois ça et j'essaie de répéter aux femmes en leur disant, soyez des lionnes, avancez, ne reculez pas, il y a certainement un gain au bout, mais ne cherchez pas le gain immédiat, le gain facile. Mais c'est un message qui est difficile à accepter malheureusement. Donc voilà, mon message, c'est que les femmes doivent s'engager. Les gens ne croient plus à la justice tchadienne, mais il y a des hommes et des femmes qui font ce travail-là, qui le font avec leur cœur, qui se sont battus toute leur vie. Elle, c'est une femme très résiliente. Nous avons écouté ensemble avec vous son parcours, qui se bat et qui continue à se battre pour pouvoir parler des droits de l'homme, pour pouvoir donner donc ne serait-ce que un petit sourire à ces femmes-là qui se retrouvent au fin fond du Tchad, ou bien celles qui se trouvent en N'Djamena. Un peu partout, c'est le travail qu'elle fait. Donc, c'est encore permis, c'est encore possible. Si vous êtes femme, ne baissez pas les mains. Je vous ai toujours dit que la femme tchadienne est multidimensionnelle. La femme tchadienne, faut faire beaucoup de choses. Alors, ne vous contentez pas seulement à rester dans votre coin, à vous morfondre, mais vous avez l'obligation de vous lever et de faire de grandes choses. À nous revoir très bientôt pour un autre numéro de Parcours Féminin.